Et oui, me revoilà avec de nouvelles vidéos. Bon là, je reviens depuis mon échec sur le marathon avec l'une de mes épreuves majeures de l'année. Ça se passe dans les Dolomites en Italie, à Cortina d'Ampezzo, là où se déroule le Lavaredo Ultra Trail. Une épreuve UTMB dans un cadre qui est à couper le souffle. Donc reste avec moi jusqu'au bout parce que dans cette vidéo, je vais non seulement te montrer un peu de la course en inside, mais je vais ensuite faire un petit mini débrief à chaud juste après la course. Puis on reviendra ici pour faire le vrai débrief, là où on parlera de tout. C'est-à-dire l'avant-course, le déroulé de la course, la gestion, la nutrition, l'hydratation, le matos utilisé. Bon, je te l'ai dit, une vidéo complète pour partager mon expérience et une certaine approche qui pourra te donner des idées pour tes futurs défis et puis aussi éventuellement te donner l'envie de partir dans les Dolomites, même en touriste, pour passer quelques jours en vacances, qui sait. Donc c'est parti, à tout de suite. Ben voilà, Lavaredo, 50 km, on y est. On est le vendredi 27 juin 2025, 7h45, on prend le départ dans 15 minutes. Donc je n'étais pas sûr de prendre le départ. Début de semaine très compliqué, je me suis bloqué le dos. Donc avant de partir, c'était très compliqué. Parce que quand je me bloque le dos, j'en ai pour un petit moment. C'était quand même assez violent pour que je me pose des questions. Surtout que j'ai pris le van le lendemain. Et en prenant le van, en restant assis pendant 10 heures pour venir à Cortina d'Ampezzo, compliqué. Donc j'ai eu très mal en arrivant ici. C'était donc mardi soir. Mercredi c'était très incertain. Et puis bon là, ça a l'air de bien se passer. J'arrive à courir légèrement, donc on va pas faire trop de risques. C'est le fait que je puisse courir, prendre du plaisir, il fait beau. Voilà. Donc allez, je me rends sur la ligne de départ et on est parti pour 50 km. Allez. Bon, pas d'échauffement, on va aller faire. Ouais, ça c'est le speech avant le départ. Strictement rien à branler. Hein. Faut écouter, ouais, c'est pareil, pêcheur. Allez, on écoute la musique. Hein. Bon, tout en contrôle, démarre doucement, on va faire chaud. 7 km 30, un peu plus de 500 mètres de dénivelé, un peu plus d'une heure, 1h05 de course, et c'est toujours bien magnifique. Bon, première descente, comme d'habitude, c'est incroyable. Toutes ces personnes qui gâchent leur frais dans la descente, c'est incroyable. Bon, tout se passe bien, franchement, c'est roulant. On est au frais, putain comme c'est bon. Je prends le temps d'apprécier le paysage. 11 km 500, 612 de plus. Kilomètre 16 avec 950 de plus, à 1 km du ravito. Putain, mais les Dolomites, c'est beau bordel de merde. On est à 3h30 de course, 21 km et 1004 de plus. Kilomètre 24, on vient de passer le ravitaillement. Tout va bien, très bonne jambe et beaucoup d'ambiance. Il reste en tout 450 mètres de dénivelé à parcourir. On est bon, que de la descente après. Ravito du Passo Chiao. Allez, on vient de passer le dernier ravito, un petit coup de moins bien, hein. Ça commence à tirer là. Ça y est,
Mais bon, c'est que de la descente. On arrive à la fin. À quelques centaines de mètres de l'arrivée. Allez, t'es arrivé! Allez! Pour des raisons entièrement liées à la nullitude de Damien et ses grosses mains dégueulasses, l'arrivée n'a pu être filmée. Veuillez l'excuser, il ne le fait pas exprès. Il est né comme ça. Merci de votre compréhension. Bon voilà, course terminée, on est sur le départ et bon, on va faire un petit débrief vraiment chaud là. Ça s'est super bien passé, très bonne jambe. Juste un petit coup de mou au 35e, c'est revenu quelques minutes après. Difficile un peu sur la fin, mais bon, normal. Je me suis vraiment régalé et les Dolomites, enfin le parcours, il est... c'est somptueux, c'est vraiment un endroit qu'il faut voir, même si c'est pas pour le trail, faut venir ici parce que les reliefs sont vraiment magiques, les blocos de montagne, enfin bon bref, c'est vraiment très beau. Dans la course en soi, ça s'est super bien passé, nutrition nickel, j'en parlerai plus précisément juste après. C'est un parcours très roulant, c'est vraiment agréable parce qu'on peut courir à plein d'endroits, le parcours est juste magique, hein, vraiment, c'est vraiment les parcours de trail tels que je les aime. Bon enfin voilà, ça s'est super bien passé, un petit peu fatigué. Maintenant, on part directement, chemin du retour, et on va passer au débrief à froid, voilà, avec l'analyse, etc. Allez, à tout à l'heure. Et allez, on se retrouve donc quelques jours après la course. On va voir ensemble en détail le déroulé de mon séjour. Juste une petite notif quand même avant de commencer. Je ne suis en partenariat avec aucune marque, donc l'avis que j'émets sur chacun des produits est totalement objectif et présente aucun conflit d'intérêt. Donc avant de commencer le récit de course, je vais te mettre un petit peu de contexte avant le jour J. La course a eu lieu le vendredi 27 juin, mais si tu m'as suivi un petit peu sur Instagram, je me suis malencontreusement bloqué le dos le lundi matin en me levant tout simplement des toilettes. Bon, c'est vrai que c'est très con, mais bon. Je connais la douleur. Ça m'arrive généralement 1 à 2 fois par an, mais là, ben, je sais que je peux rien y faire. Et là, tu vois tous les mois le prépa défiler devant tes yeux. Hein, c'est un peu agaçant. Mais j'essaie de rester serein. Et puis, bon, je me suis dit, je vais voir comment la douleur évolue. Quoi qu'il en soit, je sais très bien que d'ici quelques heures, j'aurai du mal à marcher. Ça, c'est sûr. Mais je sais aussi que le déplacement de mon disque à ce moment-là n'était pas aussi violent que d'habitude. Donc, je me suis dit, bon, on verra bien. C'est le mardi que je décolle vers Cortina. Je fais le déplacement en van pour cette fois-ci, en van aménagé, parce que vu le spectacle des Dolomites, je voulais vraiment en profiter à 200%. Et le problème, c'est que Marseille et Cortina, c'est plus de 10 heures de route. Donc pour le dos, ouais, t'as compris, hein, c'est loin d'être ce qu'il y a de mieux. Mais je suis par chance accompagné par ma chérie qui me prêtera main forte si besoin est. Donc j'arrive le mardi soir vers 23h, juste à quelques kilomètres après Cortina, plus précisément à Mizuna, pas très loin des Trecime. Je suis clairement et littéralement défoncé et compte tenu de la douleur qui s'est aggravée à cause du trajet, j'ai vraiment pas beaucoup d'espoir quand même à ce moment-là pour la course. Mais je switch de suite en mode, bon, c'est pas grave, même si je peux pas faire la course, je profiterai des Dolomites en van, je serai pas venu pour rien. Et honnêtement, dans ma tête, je pense que ça a fait la différence. Il n'y a pas de stress, juste du plaisir en perspective, même si je garde quand même un petit pincement sur le fait de pas participer à la course. Je me lève le matin en face à un spectacle incroyable qui fait que me montrer le début de ce que sont les Dolomites. J'ai mal au dos, ça c'est sûr, mais bon, je me dis, c'est pas grave, on va prendre le petit déj, après on ira marcher un petit peu, on va voir s'il y a du mieux, etc. Bon, parce que la seule chose en fait que je sais lorsque j'ai ce genre de problème, c'est qu'il faut pas que je reste totalement immobile. Il faut que je bouge, puis après il faut que je m'allonge si ça tire trop, et puis recommencer, etc. Ensuite, petite marche d'un peu plus de 4 km et 200 mètres de D+, dans l'après-midi. Je me sentais vraiment déjà mieux et je commençais même à retrouver un petit peu d'espoir. Le soir, on part dormir au Col Galina, qui est à 2200 mètres d'altitude, histoire de m'habituer un tant soit peu aux effets de l'altitude, même bon, si je sais que les bénéfices sont loin d'être significatifs, selon les retours scientifiques sur le sujet. Mais bon, c'est pas grave, ça compte psychologiquement pour moi. Et puis, l'endroit où on est garé en van est vraiment magnifique, donc zéro regret. Le jeudi, c'est l'heure du retrait du dossard, je me sens vraiment super bien. La douleur au dos s'est largement atténuée. Je suis persuadé
pensé même à ce moment-là que je pourrais prendre quand même le départ vendredi. Côté nutrition, durant ces 3 jours, je suis resté vraiment très très basique. J'ai pas eu de prise de tête. Je suis en Italie, c'est le pays des pâtes, le pays de la pizza. Donc, je me suis pas privé. Mais bon, attention, hein, quand je dis je me suis pas privé, j'ai pas non plus ingurgité des quantités astronomiques, donc juste des quantités raisonnables. Je me suis pas pété le ventre. Je me suis même pris 2 fois du tiramisu parce qu'il était bon. Ouais, voilà, un le mercredi soir et un le jeudi à midi. Donc voilà, on est vendredi. Le départ de la course est à 8h. Je me lève à 5h30 pour manger mon dernier repas composé d'environ 80 grammes de pâtes. Je me prépare, je réunis toutes mes affaires. Je pars vers la ligne de départ. Sur le chemin, je m'arrête aussi à un petit café juste pour prendre une petite dose de caféine. Et puis voilà, je suis donc sur la ligne de départ. Et j'ai carrément zéro stress. J'étais même plutôt excité parce que j'avais hâte de partir pour voir le parcours. Je suis pas un grand stressé dans tous les cas hein, de base, mais habituellement, il y a toujours ce petit stress d'avant-course, tu vois. Mais ce jour-là, franchement, j'avais rien. Donc je sais pas, c'est parce que je suis arrivé comme ça, mais bon, je me suis pas vraiment échauffé non plus. J'ai juste effectué quelques mouvements de mobilité rapides, puis ensuite je me suis placé. Le départ est donc donné à 8h. Comme d'hab, les premiers kilomètres, je me sens jamais vraiment très à l'aise. C'est toujours un peu inconfortable le temps que la machine se mette en place. Et c'est généralement après quelques minutes que je sens si ça répond ou si ça répond pas. Et là, ce jour-là, ben voilà, les planètes étaient vraiment alignées parce qu'il y a tout qui marchait. Les sensations, la forme, les jambes, le cardio, voilà, c'était imperfect. Sur ma montre, j'avais mis en affichage principal uniquement le temps de course et l'heure, juste pour me rappeler mes temps de ravitaillement. De temps à autre, en fait, je regardais un petit peu la distance que j'avais parcourue, le D+, mais pour le reste, franchement, j'ai tout fait à la sensation. Les premiers kilomètres du parcours donc permettent de se lancer progressivement avec un parcours qui est relativement plat. Donc forcément, un petit endroit là où ça se rapétissait, ben, ça a un petit peu bouchonné. Mais finalement, bon, ça m'a fait peut-être perdre quelques minutes, c'est vrai, mais au final, ça m'a aussi économisé des minutes que j'aurais pu perdre sur la fin. Comme j'ai pu le dire auparavant, le parcours des sentiers du Lavaredo est vraiment tout ce que j'aime dans le trail. Donc premièrement, c'est magnifique. Peu importe où tu passes, tu lèves la tête, bon, ben, tu es carrément submergé par les montagnes, par leur esthétique qui est carrément atypique. Ensuite, c'est vraiment roulant, il n'y a quasiment aucun crapahutage, tu relances, ça redescend bien, donc pas trop de périlleux qui cassent les couilles. Et enfin, dans le cas d'une météo qui est relativement belle et chaude, qu'on a pu avoir d'ailleurs, ben, le parcours est souvent à l'abri du soleil, donc soit abrité par les arbres, soit par la montagne, ou alors soit par quelques passages nuageux. Donc du coup, pas de surchauffe. Dès qu'il y avait un petit cours d'eau, je trempais ma casquette et je me rinçais un petit peu le visage, les bras. Donc honnêtement, c'était parfait. Bref, les kilomètres s'enchaînaient, je me sentais vraiment dans une grande forme. Je remontais pas mal de places étant donné que ben, je pars toujours du fond, hein, ça, voilà, c'est comme ça. Donc juste pour te donner un exemple, au deuxième checkpoint, j'ai remonté 211 places, 83 au troisième checkpoint, 49 au quatrième. Et en fait, ben, je relançais tout le temps et ça m'a permis de garder un rythme soutenu du début à la fin, sauf juste aux environs du 34e kilomètre où j'ai un peu trop tardé, je pense, pour avancer ma prise en glucides. Mais ça, je vais en parler juste après dans la stratégie nutrition. Donc, autre point aussi qui m'a permis de remonter pas mal de places, c'est la descente. Et là, malheureusement, je vois encore vraiment trop de participants se faire défoncer par les descentes. Ils perdent un temps fou alors qu'ils sont pas mauvais dans les montées. Donc il y en a qui me dépassent, même sur le plat. Et soit les chevilles, donc que je vois, elles sont trop fébriles, soit ce sont les quads qui tiennent pas la cadence, soit c'est les deux. Et j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet que je posterai très bientôt. Et d'ailleurs reste connecté parce que je vais donner des conseils qui sont vraiment précis et pratiques pour commencer à bien descendre en trail running. Donc justement, en parlant de descente, les 12 derniers kilomètres sont en descente avec des pourcentages qui sont plus ou moins importants, qui oscillent entre moins 10 et des passages même moins 25%. Donc autant te dire que ce dont je viens juste de parler à l'instant prend tout son sens à la fin de cette course. Si tu t'entraînes pas assez en descente, tu ramasses trop, tu ramasses sévère, donc c'est pas possible. Ce qui me permet donc de conclure ce déroulé de course en validant carrément mes entraînements précédents. Ils n'ont pas été faciles, c'est sûr, hein, c'est le but des entraînements, mais je les ai bien dosés, je les ai bien placés en fonction de l'échéance et de la spécificité du
terrain. Bien entendu, l'accompagnement en musculation, dont je suis désormais un spécialiste voilà, en la matière, à jouer aussi. En tant que préparateur physique que je suis depuis 2003 et ma spécialisation dans le trail depuis 2017, avec ça, j'ai eu le temps de comprendre, d'apprendre énormément de choses que j'ai d'ailleurs retranscrites en plusieurs programmes spécialisés dans la course à pied et aussi donc dans le trail running. Ce que j'ai remarqué aussi et que je voulais partager, c'est que même en n'ayant pas couru du tout la semaine de la course, à cause de mon dos, je suis arrivé sur la ligne de départ avec des jambes en béton, une forme optimale. Et comme quoi, ça peut remettre en question pas mal de choses sur l'affûtage. Et comme quoi aussi, ça peut être différent de l'individu à l'autre. Et je finis donc la course à la 573e place sur 1516 partants en 7h38 minutes. Bon, maintenant, on va faire un petit peu le point sur le matos que j'ai utilisé. Et je vais même te raconter quelques petites anecdotes. Enfin, une anecdote en l'occurrence, en ce qui concerne les chaussures. Mais je vais en parler juste à la fin. Donc en ce qui concerne le textile, j'avais un débardeur blanc, donc oui, désormais je porte des couleurs plutôt claires pour envoyer la chaleur. J'avais un short de chez Wise, le Sherpa Race. J'avais mon buff aux couleurs de Passion Trail que je portais au poignet pour le tremper dans l'eau et me rafraîchir. Et j'avais aussi ma casquette. Alors je fais juste une petite aparté sur le short de chez Wise pour plusieurs raisons. D'un, principalement parce que c'est un produit de qualité et comme tous leurs produits d'ailleurs. De deux, en fait c'est français et de trois, en fait je suis leur évolution depuis leur début et que en fait je trouve admirable le boulot qu'ils ont pu accomplir ces dernières années en partant vraiment de rien. Donc un grand bravo à Guillaume et à Axel qui sont les fondateurs de Wise. Donc pour en revenir au short, justement sa spécificité vient du fait qu'il a une ceinture de portage qui est incorporée dans laquelle on peut transporter 2 flasques de 500 ml et l'avantage en fait c'est que ça bronche pas du tout, ça ballotte pas. Donc moi en l'occurrence j'ai mis une de mes 4 flasques que je transportais dans la poche avant de la ceinture et dans la poche arrière j'avais juste mis mon gobelet pliable. En plus de la ceinture de portage intégrée, ce que je fais aussi depuis 2 ans maintenant, c'est que j'ajoute une ceinture de compression, une BV Sport, que je positionne donc au niveau de mon ventre pour transporter davantage de matériel. Et là, en l'occurrence, des réserves de gel pour cette fois. Donc pourquoi je fais comme ça? Tout simplement parce que plus tu t'alourdis avec ton sac, avec du matos, et plus il aura tendance à ballotter et c'est pas très confortable. Donc le meilleur compromis, c'est de répartir un petit peu la charge de façon homogène et pour moi, clairement, c'est beaucoup plus confortable. Donc par exemple, tu vois, j'ai couru avec le sac Salomon à DV Skin, le 12 litres, dans lequel j'ai mis 6 gels, une flasque de 500 ml dans la poche de droite et les 2 autres dans la poche dorsale. Donc mon coupe-vent, il était dans la poche kangourou à l'arrière. Et pour finir, j'avais mis une couverture de survie, les manchettes, la crème solaire et tout ça dans la poche zippée. Donc pas de bâton pour moi et j'ai déjà donné les raisons du pourquoi dans une vidéo où je parle justement de l'utilité ou pas des bâtons en trail running et je t'invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo. Pour la montre, c'est toujours la Coros Vertix 2 où j'avais mis le tracé de la course. Et maintenant, on va parler de ce que tu attendais certainement le plus, c'est-à-dire les chaussures. Il n'y a pas très longtemps, en fait, j'ai posté une story sur Instagram où je critique sévèrement les Salomon S-Lab Ultra Glide, les dernières chaussures sorties de chez Salomon en S-Lab, en jouant sur une mise en scène qui est un petit peu provocatrice où je fais mine de jeter les S-Lab Ultra Glide à la poubelle. Alors déjà scoop, non, je les ai pas jetés, je n'ai pas jeté 250 balles comme ça juste pour faire une vidéo, c'était juste pour souligner ma déception. Du coup, je vais en profiter pour être un petit peu plus clair sur le sujet et en parler. J'étais précédemment sur les S-Lab Genesis que j'ai adoré. Je leur ai trouvé, pour ainsi dire, quasiment aucun défaut. Et quand Salomon a proposé leur nouveau modèle avec un bon amorti, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, pour faire des randos courses, pour faire des petits jogs, là, voilà, vraiment en confort, pour mes entraînements, pourquoi pas. Mais bon, je pense que j'étais un petit peu trop naïf de penser que Salomon pouvait rendre une chaussure avec autant d'amorti stable dans les sentiers techniques. Et quand on a couru avec des Pulsar ou avec des Genesis, on ne peut plus aller sur des terrains techniques avec des chaussures qui sont maximalistes. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait, c'est physique. Enfin, en ce qui me concerne, je parle vraiment en ce qui me concerne, mais c'est vraiment le constat que j'ai pu faire. Ça marche pas. Donc heureusement que j'avais pu les tester 2 semaines avant le départ lors d'une sortie longue en montagne en selle, qui a été catastrophique. Dès que les sentiers devenaient un peu techniques ou en dévers, les chevilles elles partaient dans tous les sens, c'était l'enfer. J'ai
fini la sortie avec des tendons qui étaient flingués et j'ai compris que en fait ces Ultra Glide, elles étaient faites vraiment pour les terrains neutres, qui étaient peu techniques et pas pour la montagne. Vraiment avec des revêtements divers comme des pierriers, des racines, des petits chemins en dévers avec des mottes d'herbe, etc. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vite réinvesti dans une nouvelle paire de Genesis et c'est avec donc ces dernières que j'ai pris le départ du Lavaredo. Mais par contre, quand je déambulais dans les rues de Cortina avant la course, et même pendant d'ailleurs, j'ai été vraiment surpris par le nombre d'athlètes qui portaient les S-Lab Ultra Glide. Parce que malgré le profil roulant de la course, ça restait de la montagne. Et honnêtement, ça aurait été un calvaire de porter les Ultra Glide. Toujours, personnellement parlant. Parce que moi, je les ai gardés, mais je les porte juste pour aller faire de la marche. Ou alors juste pour faire des petits jogs sur des terrains que je sais relativement neutres. Par contre, donc petite anecdote, je me suis amusé à regarder le comportement des chevilles des participants qui étaient devant moi avec des chaussures maximalistes. Donc forcément, la Ultra Glide. Et putain, franchement, je regrette de ne pas avoir pu filmer. C'était une catastrophe. Dans la première longue descente là, vers le col Galina, j'en ai même vu un en direct live se faire la cheville tellement violemment, tu sais, que j'ai eu le petit frisson là. Voilà, ça m'a fait sursauter tellement que j'ai eu mal pour lui. J'ai vu des chevilles vriller tout au long du parcours, comme mon pote Tony d'ailleurs l'avait vu sur moi lors de notre sortie longue sur Ancel. Bref, tu l'auras compris. Je suis pas fan de ce modèle, mais par contre, la S-Lab Genesis, c'est vraiment une masterclass. C'est pour moi la chaussure parfaite à l'heure d'aujourd'hui parce qu'elle est parfaite dans tous les compromis qu'elle a pu faire. Donc l'amorti, le dynamisme, la stabilité. Donc une fois de plus, pas du tout déçu de mon choix pour cette course. Et puis surtout, dans les descentes, tu peux envoyer sans te soucier de savoir si ta cheville va vriller ou pas. Bon, allez, maintenant, on attaque le volet nutrition. C'est le moment de parler de comment je me suis ravitaillé durant ces 7h38 minutes de course. Et tu vas voir en fait que c'est relativement simple. Ça fait désormais 3 saisons que j'utilise les produits de chez Morten. Et comme je reste pas fermé, j'ai voulu tester cette année d'autres produits qui m'ont interpellé, et notamment les gels Endurance Energy de chez For Endurance, qui sont composés de 45 grammes de glucides et quelques électrolytes. J'ai effectué mes tests durant ma préparation au cours de ces derniers mois et honnêtement, franchement, j'ai adhéré très vite pour plusieurs raisons. Parce que de, en fait, l'argument qui est le plus important, c'est que ça passe au niveau digestif. De deux, la quantité de glucides pour moi est idéale pour ma stratégie nutrition que j'ai mis en place, qui est à base essentiellement de gel. Je ne prends plus de boissons à base de glucides, etc. C'est que de l'eau. Et enfin, il y a une question de prix, parce que si je compare les gels Morten 160 contenant 40 grammes de glucides et les Endurance Energy, ils sont carrément moins chers en fait pour un apport en glucides supérieur. Donc malgré tout, j'ai utilisé 2 gels Morten 160, un au départ de la course et un autre dans les derniers kilomètres. Donc ma stratégie nutrition était simple. J'ai pris 45 grammes de glucides, soit un gel Endurance toutes les 45 minutes. Chaque prise, je les accompagnais de 2 bonnes gorgées d'eau pour neutraliser le goût qui est forcément hyper sucré en bouche. C'est un petit peu le seul inconvénient du produit. Cela dit, s'il y a un paramètre que j'aurais dû anticiper, et c'est là dont je voulais parler tout à l'heure, il y a bien un paramètre que j'aurais dû anticiper avant, c'est d'augmenter la fréquence de prise au bout de 4-5 heures de course, avec une prise de gel toutes les 30 minutes au lieu de 45 minutes. C'est ce qui m'a valu, je pense, là, un petit coup de moins bien au 34e kilomètre, où je sentais que mon énergie avait un petit peu diminué. Je pense que d'ailleurs, j'ai vite pris la bonne décision et c'est ça qui m'a sauvé. Donc j'ai réagi rapidement en augmentant la prise de gel toutes les 30 minutes et c'est rentré dans l'ordre assez rapidement, une vingtaine de minutes environ. Donc niveau hydratation, j'avais prévu de partir avec 4 flasques de 500 ml uniquement remplies d'eau. Comme j'en ai parlé précédemment, une dans la ceinture intégrée à mon short, une autre dans la poche avant droite dédiée donc de mon sac d'hydratation et les 2 autres en réserve dans la poche arrière du sac. Généralement, je n'aurais pris que 3 flasques, mais là, compte tenu en fait du premier ravito en eau qui se trouvait à plus de 17 km et un peu plus de 1000 mètres de D+, j'ai prévu quand même relativement large. Et là, pour le coup, j'ai eu raison. S'il y a un seul bémol du coup que je pourrais souligner pour cette course, c'est juste que le premier ravito du coup est à mon sens un petit peu trop tardif. Alors oui, il y avait, c'est vrai, des sources d'eau sur le parcours, mais
honnêtement, d'expérience, je pense qu'il vaut mieux partir prudent et prévoir large, parce que si la source venait à ne plus être dispo pour diverses raisons, j'en sais rien, tu te retrouves vite sans eau au bout d'une heure. Et d'ailleurs, si tu pars juste avec 2-3 flasques, en 1h30, 1h03, s'il fait bien chaud, il n'y a plus rien. Donc après le premier ravito, je prenais soin de remplir uniquement 3 flasques, ça suffisait amplement, une de réserve et les deux, parce que la fréquence des points de ravitaillement tout simplement était beaucoup plus rapprochée. J'ai été extrêmement assidu du coup sur l'hydratation et j'ai consommé en moyenne 750 ml par heure. Donc je le répète, mon hydratation est exclusivement basée sur de l'eau plate. J'adore prendre un petit peu d'eau pétillante sur les stands, mais j'en mets plus dans mes flasques parce que ça gonfle avec le gaz, donc c'est pas très confortable. Sur les points de ravitaillement solide, je n'ai rien consommé si ce n'est juste un petit peu des quartiers de citron pour la vitamine C et pour l'acidité qui neutralise éventuellement la monotonie du goût sucré en bouche des gels. Et au total, sur les 7h38 minutes de course, j'ai consommé 10 gels Endurance avec 45 grammes de glucides et 2 gels Morten 160 avec 40 grammes de glucides, soit un total de 69,5 grammes par heure de glucides. Ce qui me fait penser du coup que j'aurais pu anticiper, j'aurais pu augmenter la fréquence de prise après les 4-5 heures de course pour atteindre les 80-85 grammes par heure. Donc cette expérience me permet aussi de fixer plus précisément ma stratégie pour ma prochaine course à Sierre-Zinal qui aura lieu le 9 août. Et ça, bien sûr, on en parlera après l'échéance. Et maintenant, ça me permet aussi donc de conclure cette vidéo en espérant que ça t'a plu, que ça t'a éclairé ou que ça t'a donné des informations sur certains aspects que j'ai abordés. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, à me poser des questions si tu en as, bien sûr, parce que je me ferai un plaisir de répondre, de partager avec toi. N'oublie pas de liker, de t'abonner, bien sûr, pour que la chaîne puisse perdurer. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut, ciao.